Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup pour votre présence et pour ce partage qu'on va avoir autour de l'industrie du futur et de cette belle transformation de nos industries pour devenir des data-driven companies. Antoine, je veux te proposer de démarrer avec toi. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la société Moventech? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, en reprenant cette entreprise, en faire une vraie data-driven company? Merci Alban, bonjour à toutes et tous. Quelques mots sur l'histoire de Moventech. Je pense que c'est important Bien sûr. de remettre le contexte avant d'expliquer les enjeux et les défis que nous rencontrons aujourd'hui. En fait, on était tous les deux avec mon associé membre. Moi, j'étais directeur général de la filiale commerciale et mon associé était directeur général de la filiale de production. Et dans un groupe allemand, une ETI familiale, 3500 personnes, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, des sociétés comme on aimerait en avoir plus en France, un peu plus costauds, mais qui sont légion en Allemagne. Et en fait, ils ont décidé à un moment de se séparer du site français. Donc, ils ont appelé mon associé qui a dit mince, ça fait 18 ans, il avait été embauché pour suivre la construction du site. Et il a dit, moi, ça fait 20 ans que je construis quelque chose avec les équipes en place, on en a fait une belle entreprise. Je ne peux pas laisser partir ça comme ça. Donc, on était déjà en contact assez régulier pour des clients. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose ensemble ? Et là, on a dit, ouais, mais il faut quand même réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on va faire ça, quelles sont les opportunités. Et puis, on a un peu creusé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'est dit, Banco, on va proposer au groupe de reprendre le site pour pérenniser tout ça. En plus, c'est un site qui n'est pas très loin d'ici, à 45 minutes, mais vers Béthune. Donc, Béthune, c'est quand même là où il y avait Continental, Bridgestone. Donc, il y a quand même un passé et des histoires qui avaient quand même assez marqué les zones. C'est une zone minière quand même très forte. On est au milieu des terrils. C'est quand même assez... voilà. Historiquement, à niveau industriel, c'est vraiment une zone industrielle manufacturière. Moi, je suis lyonnais de base. Je continue à habiter à Lyon et je fais des allers-retours. Mais on sent vraiment l'ambiance qui est très différente. On est quand même vraiment on n'a pas cette culture de l'industrie comme on peut l'avoir à Lyon. Et là, elle est très forte et très ancrée dans les personnes. Donc, c'est intéressant. Du coup, vous reprenez l'entreprise en quelle année avec le On projet d'en faire quoi? reprend en 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans qu'on a repris l'entreprise. Et en fait, on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, on commence à étudier un peu les marchés. Et donc, on l'oriente aujourd'hui vers notamment ce qui est batterie, électrification et de manière générale, donc au niveau de la mobilité électrique. Et on continue forcément à fournir tout ce qui est notre métier de base, l'assemblage en électromécanique et en électronique de puissance. Mais donc, on se retrouve en fait avec une diversité de métiers. Et puis, il faut savoir que quand vous prenez une usine comme ça, que vous la sortez d'un groupe, vous vous retrouvez avec des gens et un site. Mais en fait, vous n'avez plus rien d'autre. Vous n'avez plus de clients, plus de produits. Toutes les fonctions support étaient assurées par le groupe à la base, donc pas de commercial. Moi, je venais de l'entité commerciale qui continue à exister. Pas d'achat, pas d'IT, pas de développement. Enfin voilà. Une coquille vide, quoi. Je vais pas dire ça comme ça parce qu'il y a quand même il y a quand même toutes les compétences. Ça faisait 20 ans que les gens travaillaient dedans, une usine qui est vraiment chouette. Mais par contre, il y a quand même énormément de choses en fait, on se retrouve en mode start-up dans une usine qui fait 50 millions d'euros, qui est 140 personnes, 20 ans d'existence, mais on se retrouve en mode start-up. Et l'enjeu, il est là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on retransforme cette société et on arrive à jouer sur les deux. Donc le gros enjeu pour nous, et pour revenir à la question sur le Data Driven Company, c'est de se dire, on a un modèle qui tournait, qui était bien rodé, et il faut tout repenser pour se retrouver dans différents modèles de business qui sont différents. C'est-à-dire d'un côté, on va avoir l'électromobilité, de l'autre côté, on va avoir de la batterie, donc des nouveaux métiers en plus qu'il faut insuffler. Donc il y a quand même toute une transformation humaine qui se retrouve derrière. Et puis, toutes ces affaires diverses et variées qui peuvent arriver par de l'assemblage de manière assez générale, qui est notre métier de base, de la logistique, on a quand même plein de choses derrière. Et on se retrouve à se dire, finalement, les modèles un modèle qui existait qui travaillait pour tout, il va falloir qu'on réinvente des sortes de mini business units ou unités indépendantes qui soient compatibles avec les différents métiers qu'on va avoir en face. Tout en ayant quand même un background qui est assez général. Donc c'est là où justement on a choisi de se faire accompagner par Divalto. Et on est en phase d'implémentation. On vient de lancer il n'y a pas très très longtemps tout ça. Et en se disant, il va falloir qu'on ait un socle d'analyse qui soit consolidé pour qu'on puisse avoir l'entreprise. D'un autre côté, il faut qu'on sache nos différents domaines d'activité, s'ils sont viables
viable ou pas, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils nous prennent, qu'on soit capable de prendre nos décisions, pas forcément de la rentabilité à fond de partout, mais du moins qu'on sache si ça rentre dans notre stratégie, court terme, moyen terme, long terme. Et tout ça, on a besoin de collecter des informations un peu de partout. Et c'était là l'enjeu de la data et de la transformation, de pouvoir savoir si les choix qu'on a faits il y a 2 ans et dans quelque chose, en se lançant dans quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, et puis avec toutes les incertitudes qui ont été évoquées avant, ce brouillard, savoir si nous, les Vaiana de Béthune, on était capable d'aller explorer les nouveaux horizons, quoi. Merci Antoine, on y reviendra et on va plonger un peu plus au cœur de ce projet et de ces opportunités. Quentin, quand on parle de Data Driven Company, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus de manière globale et au sens large? On parle de quoi dans une entreprise? Chez Divalto, vous êtes intégrateur, vous êtes éditeur de logiciels de RP, mais au sens large, en fait, vous accompagnez les boîtes à devenir des vrais Data Driven Company. Ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Donc, oui, Divalto, on est un éditeur de RP CRM. On a un business model qui est très tourné vers des intégrateurs, donc un peu partout en France, pour avoir de la proximité avec nos clients. Donc, on fait à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1500 experts un peu partout en France. Et donc, on a un véritable enjeu et avec cette transformation de business model, mais on y reviendra, de data-driven company. C'est-à-dire qu'en fait, on a, encore hier, on était tous entre du BFM, du RTL et tout le reste pour voir ce qui allait se passer. Mais on a tous cette notion d'enjeu en fait économique avec des business models qui changent, avec des boîtes qui ferment, avec des boîtes qui globalement sont un peu à la rue et qui donnent des opportunités d'aller faire de la croissance, qu'elle soit organique ou qu'elle soit externe. Et pour pouvoir faire ces choix, de dire est-ce qu'il faut que je licencie, est-ce qu'il faut que j'embauche, est-ce que j'ai la possibilité d'aller acheter de nouvelles machines, est-ce que je peux aller conquérir de nouveaux marchés, on a besoin d'utiliser de la donnée. Et donc la notion de data-driven company, c'est je pilote ma société par le biais de la data. Alors la data, on en met un peu partout, comme l'IA, on en met un petit peu partout. Je sais qu'il y a Francia, là, donc ça doit le faire sourire. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller donner au board de la boîte les gros indicateurs clés pour pouvoir piloter. Vous avez tous dans vos sociétés des indicateurs, ils sont souvent assez pléthoriques. Et donc cette idée de data-driven company, c'est de dire, voilà, demain je souhaite évoluer, je souhaite faire de la croissance, je souhaite potentiellement transformer mon business model comme Moventech. Quels sont les indicateurs qui me permettent de prendre ces décisions? Et donc aujourd'hui, nous, on accompagne pas mal de PME et de TI et de belles pépites françaises du programme Étincelle notamment, mais de belles pépites françaises, justement en allant voir les dirigeants. On essaye de prendre du recul en challengeant leur business model et leur business plan. Alors, on n'a pas vocation à faire cet accompagnement en mode vraiment, il faut tout changer, mais plus être dans l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a des fois des dirigeants qui sont un peu perdus, qui se disent demain, je sais à peu près où j'aimerais aller. Le comment, je ne sais pas trop. Les outils qu'il faut que je mette en place, je ne sais pas trop. J'ai déjà tout ça qui est en place. Et donc, on va les écouter, on va challenger la direction aussi sur ce business model et ce business plan. Et on va avoir cette notion aussi de projection pour se dire, tiens, dans les prochaines années, voilà ce qu'on pourrait mettre en place, voilà comment est-ce qu'on pourrait le découper, voilà comment est-ce qu'on pourrait fédérer un petit peu tous les collaborateurs autour de cet enjeu. Donc, la data-driven company, on remet un petit peu à plat un certain nombre de choses pour se poser les bonnes questions sur les bons indicateurs pour le futur, quoi. Pour rester dans le domaine de la navigation, ça me fait penser à ces super bateaux avec plein de brouillard. De toute façon, juste avec un écran, on voit déjà tout ce qu'il y a devant nous et en fait, on peut quand même naviguer, on peut quand même avancer. Vous fournissez le GPS et l'écran qui nous permet aux chefs d'entreprise de naviguer en période de brouillard, quoi. Et on essaye de poser pas mal de bonnes questions avant d'être dans l'action. Super. Merci Quentin. Antoine, justement, par rapport à ce qu'évoque Quentin, quels ont été les défis où vous êtes au démarrage de ce projet-là chez vous, mais les défis au démarrage, c'est quoi? C'est des défis humains, c'est des défis technologiques, c'est des défis de financement et surtout les opportunités que tu vois de manière assez immédiate pour l'entreprise, c'est quoi? Oui, alors des défis. Alors déjà, c'est une transformation humaine. On a la chance d'avoir des personnes, parce que forcément, que vous pouvez vous imaginer quand on a annoncé les gens qui étaient dans un groupe, on va dire dans un mode un peu confort, un groupe allemand avec une assise financière, et qu'on leur dit maintenant vous allez partir en mode PME avec 2 clampins qui vont racheter la société. Alors il y en a qui ont dit c'est une 2 clampins, je sais pas, mais courageux. Courageux. On va dire ça, mais ils le voyaient peut-être plus comme des clampins eux. Mais à l'époque, ils ont dit ouais. Bon, alors il y en a qui ont été contents parce qu'on assemblait du motoréducteur, donc c'est pas très sexy. Ils ont dit cool, on va faire de la voiture, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. Ils étaient plutôt contents. Et puis il y en a
a d'autres qui ont dit mais je vais faire ça, moi dans 2 ans j'ai plus de job, vous allez vous planter. C'est ça. Donc il y a quand même toute une aventure humaine derrière. Et ça, c'est la partie intéressante de la chose, enfin une des parties intéressantes, mais on a quand même eu du support dès le départ. Et ça, c'est hyper important. Je pense que bon, la data, forcément, c'est quelque chose d'hyper intéressant, mais il faut que les personnes suivent, sinon c'est voué à l'échec. Ensuite, les enjeux, forcément, c'est un des points qui avait été identifié chez nous comme une des forces, c'était la taille. En fait, on est une société 140 personnes, donc ça commence à être une belle PME, mais qui est suffisamment petite pour rester en flexibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un projet qui arrive, et d'ailleurs on a Damien qui est là du Ball qui nous a fait confiance. C'est un des premiers projets qu'on a fait avec une société, donc merci pour ça. Mais c'est vrai qu'on a la capacité à accompagner ce projet, je dirais, au début, parce que tout le monde se lance un peu, fait confiance, soit c'est de l'externalisation de production, soit c'est des nouveaux produits. Et en fait, on l'amène jusqu'à un process établi. C'est ça qu'on a cherché justement aussi dans la data, c'est-à-dire avoir la souplesse de se dire on se met en mode start-up dans un premier temps parce que finalement on fait du proto, on ne sait pas trop où on va, on fait des prévisions sur des business plans, mais on connaît les business plans, on sait que bon, c'est quand même beaucoup de doigts mouillés et puis des prospectives qui sont sur des données qui sont quand même très très variables. Hein. On peut dissoudre un gouvernement du jour au lendemain et de se dire ah ben mince, ça y est, le marché s'écroule ou du moins c'est attentiste, hein, ce qui se passe quand même beaucoup aujourd'hui. Donc tout ça, et puis à un moment se dire ok, mais par contre le but c'est quand même d'aller dans un système qui roule, parce que ça c'est ce qu'on savait faire. Et ça c'est intéressant d'avoir justement cette flexibilité aussi dans les systèmes de data, ce qu'on essaye de retrouver derrière, c'est-à-dire l'accompagnement complet du projet. On ne veut pas un système qui soit hyper rigide, où si on rentre tout au départ, c'est tout carré, ça marche super. Non, nous, en tant que PME, il faut qu'on ait un système qu'on soit capable d'analyser comment ça se passe, d'avoir les bonnes données, et puis de se dire comment je gère ça. Comme on dit, on n'est pas forcément dans la rentabilité tout de suite, mais par contre, il faut qu'on ait ça. Donc le défi, c'est d'avoir cette dualité entre flexibilité pour accompagner les projets, mais à la fin, on est une boîte qui, en plus, on a fait 18 ans de société allemande où c'est très très carré, et puis on rentrait des process qui étaient qui avec la traçabilité, avec tout ça, et donc on veut quand même tendre à aller là-dedans, puisqu'en fait, après, on a tout cet historique qu'on sait bien faire. Et on voit quand même tous les avantages de se dire que 5 ans après, je ressors un produit, je sais quand est-ce qu'il a été construit, comment il a été fait, les contrôles qualité. Et ça, c'est toute cette donnée-là qui a été déjà très opérationnelle au niveau production. Et après, il y a les enjeux financiers, forcément, controlling, tout ce qui se passe derrière. Comment est-ce que j'arrive à isoler mes différentes activités? Comment est-ce que je rebâtis tous mes business models et tous mes centres de coûts, enfin tout ça, sachant qu'aujourd'hui, on se retrouve à construire un pack batterie, à construire un module de machine, à construire un véhicule. Et tout ça, c'est des process qui peuvent être relativement différents, avec des attentes différentes, avec des clients différents. Donc, il faut qu'on soit capable d'isoler tout ça pour savoir comment est-ce que tout fonctionne. Tout ça au service du client, bien sûr. Les opportunités, tu me disais, l'opportunité qu'on va saisir aussi tout de suite derrière, c'est des gains de productivité, des gains de rentabilité, de la visibilité sur la viabilité ou non des modèles économiques qu'on va mettre en place. C'est ça les tracking un peu d'opportunités que tu vas suivre? Oui, c'est toujours, est-ce qu'on est en track par rapport à ce qu'on a prévu déjà? Est-ce qu'on mesure forcément toujours la productivité en train de se dire, on est sur le lancement, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, par exemple, alors la productivité, on l'a toujours suivi, on est une boîte de prod, mais par contre, on avait toujours une productivité qui était, on était autour de 100% et on disait ouais, comment est-ce qu'on agit là-dessus? Alors des fois c'était 90 et on savait que c'était 90 pour des raisons diverses et variées, ou 130 parce qu'on savait que c'était 130%, mais c'est parce que les données de base n'étaient pas bonnes. Puis là on se retrouve sur un nouveau modèle où on se dit au début on va travailler à 40, 50% de productivité, 30%. Des fois on dit on vous même pas qu'on la compte parce que ça sert à rien. On est au lancement de projet, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir ces progressions par exemple, sur très opérationnel. Et puis après de gérer forcément les gros enjeux et puis les opportunités, c'est de gérer une trésorerie. Aujourd'hui, en plus, on a deux autres filiales qui sont arrivées derrière pour gérer deux autres activités. C'est comment est-ce que j'intègre ces filiales dans le système complet. Ça, c'était une petite surprise de Divalto. Ils n'avaient pas tout compris au départ, a priori, qu'on avait ça. On leur a peut-être pas trop dit, mais bon, ils ont su réagir. Ils ont été agiles. Mais comment est-ce que je compile tout ça? Est-ce que j'arrive à moi voir mes domaines d'activité avec qu'on n'avait pas prévu, nous. Au début, pareil, on a racheté une PME. On n'avait pas pensé qu'on allait racheter une boîte à la barre, qui est d'ailleurs juste en face. Là, ils étaient Eura Technologies avant. Une autre société dans l'automobile qu'on a créée pour gérer l'automobile, pour être constructeur automobile. Donc on se retrouve constructeur automobile comme Stellantis, pareil, Moventech quoi. Et tout ça fait qu'après, il faut qu'on ait toutes ces datas, qu'on
qu'on sépare d'un côté et puis qu'on agrège de l'autre. C'est vraiment toute l'opportunité qu'on peut avoir avec cette data. Super, merci beaucoup Antoine pour cet éclairage. Quentin, de manière globale, c'est vrai qu'on parlait un petit peu de cette tension qu'il y a aujourd'hui dans les marchés de l'industrie. Alors, Sylvain nous disait hier qu'il faut couper la radio, il faut foncer, il faut y aller. Et c'est plutôt dans cette dynamique-là que vous êtes aussi chez Divalto et comme Moventech. Mais tu nous expliquais, notamment quand on préparait, de dire quand même être une data-driven company, c'est quand même offrir une formidable opportunité à sa boîte de transformer son modèle économique et d'accélérer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? C'est-à-dire à chaque fois en quoi ça se répercute et en quoi ça ouvre des champs des possibles en termes de modèle économique et de croissance pour les entreprises? Je vais partir de la même contrainte que Sylvain hier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de sociétés, comme je disais tout à l'heure, qui sont contraintes d'évoluer. Moventech a été contrainte d'évoluer de par le changement avec l'Allemagne, etc. D'autres sociétés sont contraintes d'évoluer parce que on crée un peu moins de valeur, parce qu'il y a un challenge d'autres pays un petit peu partout dans le monde, parce qu'il y a moins de subventions, parce qu'on perd un marché, etc. Ça, c'est plutôt la partie contrainte. Et ça, c'est un fait. Et après, il y a cette notion de résilience. Et je pense qu'en France, on a quand même de belles pépites qui, quelle que soit leur taille, ont cette résilience et des dirigeants qui ont cette résilience de dire, mais attends, on va remettre à plat et on va faire autre chose. Mais on va faire autre chose en capitalisant sur notre savoir-faire. On avait la fonderie de Souglan, on a Moventech, on a d'autres exemples. Et en fait, aujourd'hui, ces sociétés-là, et c'est un petit peu la philosophie qu'on a dans la stratégie d'Ivalto, ces sociétés-là, ce qu'elles se disent, c'est OK, on part de ce postulat, dont acte, qu'est-ce qu'on fait demain? On va aller créer de la valeur. Pour créer de la valeur, potentiellement, on va étendre notre chaîne de valeur. Étendre notre chaîne de valeur, ça veut dire qu'on va réinventer notre métier, ça veut dire que potentiellement, on va racheter des confrères, on va faire des partenariats, des joint ventures, on va faire de la croissance externe, etc. Et en fait, dans cette approche-là, il y a un moment où il va falloir consolider. Mais du coup, on va aller chercher des éléments différenciateurs. Et on a plein d'éléments différenciateurs en France et c'est ça qui est assez enrichissant. Dans la stratégie d'Ivalto, on a fait le rachat il y a quelques années d'une société qui fait du CRM, donc ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un ERP et un CRM qui sont full intégrés. On vient de faire une croissance avec une solution no-code. Donc on est dans cette philosophie-là aussi, face aux gros players des ERP qui existent un petit peu partout, de se réinventer, d'accompagner et d'apporter toujours plus de valeur. Donc je pense que l'opportunité qu'on a, c'est surtout d'éteindre la radio, ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est de repenser un petit peu quelles sont les attentes de nos clients. Et aujourd'hui, en France, on a un coût du travail qui peut être élevé, on a plein de défauts, il y a des contextes géopos, mer Rouge, il y a des problématiques sur les matières premières, il y a tout ça. Mais par contre, quand on a des sociétés comme Moventech, comme Aramine, comme d'autres sociétés qu'on accompagne aujourd'hui qui vont créer de la valeur, qui cherchent à être dans l'écoute du client, à renouveler leur business model pour avoir des business models qui sont additionnels et qui proposent toujours cette notion de valeur et d'accompagnement pour le client, pour moi, c'est ça la formidable opportunité qu'on a. Et pareil, dans la construction qu'on a d'Ivalto aujourd'hui, c'est d'avoir une solution qui justement est capable de s'interfacer avec d'autres acteurs. Il y en a autour de la table comme des Visati, mais on est dans cette philosophie-là de nous aussi pouvoir accompagner toute cette chaîne de valeur de nos clients. Et in fine, c'est les clients de nos clients qui en bénéficient. Et Moventech, je te remercie Antoine de dire que tu n'avais pas précisé ça au début sur 2-3 trucs. Mais en fait, c'est aussi ce côté-là. C'est quand on est arrivé chez Moventech, on a vu, OK, il y a un business model qui est existant, ça va s'éteindre. Donc déjà, il va falloir les challenger en leur disant que ce qu'ils font aujourd'hui, il va falloir qu'ils oublient et qu'on ne le transpose surtout pas dans le nouveau système d'info. Et par contre, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble, c'est comment est-ce qu'on prépare les équipes demain sur l'aspect projet, mais comment est-ce qu'on prépare les équipes demain à dire attendez, ça on oublie, ça on oublie, ça on oublie, et à challenger aussi les équipes de Moventech pour dire non, là c'est pas la bonne voie. Nous, on accompagne pas mal de boîtes aujourd'hui, c'est pas ce qu'on préconiserait en tout cas. Je reste avec toi du coup Quentin, puis tu nous diras comment ça s'est passé Antoine derrière, mais du coup pour tous les dirigeants qui sont avec nous, si on veut démarrer demain, demain, on se dit OK, vous nous avez convaincus, il faut qu'on passe ce cap-là. Devenir une data-driven company, c'est ouvrir des opportunités de croissance et de transfo. On démarre par quoi? On se lance comment? C'est quoi les compétences, les talents, les outils qu'on doit mettre en œuvre pour que dès lundi prochain, là, on puisse réunir son collègue et dire les gars, voilà comment on peut démarrer la réflexion, le projet. Le premier élément, et vous en parliez hier, c'est la notion de se poser les bonnes questions, c'est de savoir où on va. Et en fait, la data n'est qu'au service de l'entreprise, même si c'est un vrai actif aujourd'hui, la data n'est qu'au service de l'entreprise. Donc ça veut dire que déjà, on peut capitaliser sur notre savoir-faire, et c'est les questions, hein, c'est le cheminement un peu qui s'est fait chez Moventech sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on potentiellement on pourrait aller. Donc la première étape pour moi, c'est se poser les bonnes questions et de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait moins faire, sur quoi est-ce que potentiellement on pourrait se diriger, où est-ce qu'il y a des niches. Donc c'est ces fameuses bonnes questions.
Après, le deuxième élément, pour moi, ça va être d'embarquer les équipes, parce que mine de rien, et on le voit sur les projets, et d'un point de vue ultra simple, un projet IT aujourd'hui, si les équipes ne sont pas embarquées, c'est un projet qui va au crash. Donc c'est d'embarquer les équipes. Et après, c'est d'arriver à construire cette fameuse feuille de route. Et c'est pour ça qu'on challenge beaucoup les business models de nos clients dans un premier temps. C'est justement parce que ça, c'est la feuille de route sur les 2-3 prochaines années. Les business models à 10 ans, il n'y en a plus. Si Généo nous dit peut-être que oui, mais les business models à 10 ans, il n'y en a plus. Et en fait, ça va être de challenger un petit peu cette grande vision. Et après, on va construire ensemble, on va co-construire le comment est-ce qu'on peut y arriver, notamment avec des outils. Antoine, chez toi, ça s'est traduit de la même manière. Vous avez une assez grande phase. Ça a duré combien de temps, cette phase de questionnement? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Comment on le fait? Et puis derrière, à partir du moment où vous avez dit OK, on appuie sur le bouton, qui va le faire chez nous? Qui va driver? Qui va piloter? Comment on va se lancer? Alors, on part pas de zéro quand même. On avait déjà un CRM avant, mais qui était dans le groupe. Hein. Donc, c'était SAP, donc beaucoup trop gros pour nous. Et puis trop fermé. Ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait aujourd'hui. Et puis beaucoup trop cher d'ailleurs aussi. Hein, je tenais à le dire. C'était aussi un point intéressant. Et donc, on avait ça. En fait, il y a eu toute la phase déjà de réflexion sur, en effet, comme disait Quentin, sur les business models. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise demain. Alors ça, on a le grand cap, on l'a. Mais alors au milieu, entre ce qu'on a pensé il y a 2 ans et puis ce qu'on a aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'opportunités aussi qui arrivent et on a su les saisir. Donc par exemple, on n'avait pas anticipé qu'on allait être 3 boîtes ou 4 boîtes même avec la holding finalement qui est passée active. Enfin bon, des choses qui n'étaient pas du tout prévues, quoi. Voilà, donc là aussi, il y a cet aspect de flexibilité qu'il faut toujours avoir là-dessus. Et c'est là où c'est important d'avoir des interlocuteurs ouverts justement à se réadapter, puisque tous les jours, et je dirais aujourd'hui, on vient de faire le kick-off. Je suis sûr que alors là, on a les grandes lignes, mais on sait que dans 1 an et demi, je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver au milieu qu'on n'avait pas prévues des deux. Et ils savent qu'il va y avoir des choses qui vont arriver qui n'étaient pas prévues ni d'un côté ni de l'autre. On ne sait pas quoi, justement, mais on va le voir. Donc, il y a quand même une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on veut être. On n'est pas un paquebot qui dit quand on tourne la barre, ça va tourner dans 6 mois, 1 an. Il faut qu'on soit réactif. Donc, il y a toute cette phase de réflexion, justement, qu'est-ce que je veux là-dessus, qui n'est pas forcément de se dire, voilà, le truc, il est hyper carré. C'est de se dire, voilà mon fondement, voilà mes bases, que là, ils sont incontournables. On est de la prod, il faut qu'on ait de la traçabilité, il faut qu'on ait de l'interfaçage avec nos systèmes de stockage automatisé, il faut qu'on ait une consolidation des chiffres groupes et qu'on ait une vision quand même de différentes activités par équipe. Après, derrière, on ne va pas aujourd'hui définir toutes nos activités sont ouvertes. On se dit aujourd'hui, on en a 3, peut-être que demain, on en aura 5 ou 10, ou qu'on n'en aura plus que 2. Mais voilà, faut avoir vraiment joué entre cette flexibilité et puis cette vision globale. Et ça, c'est vraiment très important pour nous de pouvoir rester sur un système de gestion de data qui permettent de jouer là-dessus. Ce pari, avant de conclure avec Quentin, vous l'avez pris en tant que... Enfin, vous êtes les deux à reprendre Oui, tout à l'entreprise. fait. Ouais, c'est une décision que vous avez prise tous les deux et que derrière, vous avez accompagné auprès du COMEX et des collaborateurs, où vous avez concerté des collabs et sur lequel vous vous êtes dit, si jamais le collectif ou notre garde rapprochée un peu de manager n'est pas prêt à y aller ou à d'autres idées, on sera peut-être prêt à reculer. Vous avez décidé comment? Alors le changement de RP, on l'a décidé de manière, au niveau de la direction. Avec mon associé, on a dit non, on veut couper SAP. Comment on va le faire, on ne sait pas encore. Et c'est là où justement on a eu une grosse concertation avec les équipes. Et ce qui était important au départ, c'était il y a eu des workshops organisés. D'ailleurs, je pense que ça a été un des points forts de Divalto, c'est que dès le début, ils sont arrivés en train de dire OK, on va investir dans ce projet, on a envie d'y aller. Et du coup, on organise des workshops avec toutes les équipes différentes pour bien comprendre leurs problématiques. C'est-à-dire, avant de leur faire une propos, il faut qu'on sache ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Ce qui nous a aidé aussi à expliquer aux personnes derrière, voilà, votre paradigme, il faut que vous le changiez. On est sorti du groupe, c'était confort. SAP, c'est hyper fermé, mais quand les gens ont pris l'habitude, c'est hyper confort. C'est un outil qu'ils utilisent, ils font que ça tous les jours. Les appros, les ordonnancements, ils font 10 heures par jour ou 8 heures par jour de SAP. Quoi. Ils sont en permanence dessus. Donc, les faire sortir de ça, c'était un peu un challenge, parce qu'ils essayaient de refaire la même chose. Et justement, c'est ce que dit Quentin. Et on a dit non, ça ne va plus être pareil. Vous n'êtes plus la même boîte, vous n'avez plus les mêmes produits et vous avez dans tous les cas plus les mêmes besoins. Donc, il faut que vous changiez ça. Donc, voilà, il y a eu une décision de changer. Ensuite, ça a été un groupe qui a été créé au sein de l'équipe, un groupe de pilotage, mais qui n'était pas la direction. Enfin, la direction chapeautait tout ça. Et puis après, une consultation de toutes les équipes, mais qui a été faite assez naturellement
totalement par l'équipe de Divalto, avant même qu'on ait choisi Divalto, hein, soyons clairs, pour dire, OK, pour vous faire l'offre, pour vous faire la meilleure proposition de valeur sur tout ça, il faut qu'on comprenne bien vos problèmes. Super, merci. Quentin, un mot de conclusion de ce défi de la Data Driven Company avant de clôturer. On va rester assez pragmatique. C'est une phrase que j'aime bien dire. Je pense que, et c'est un conseil aux dirigeants qui sont ici, il faut vous accompagner des partenaires qui vous permettent d'accompagner votre croissance. Après, des partenaires, il y en a plein et je pense que le choix il est assez large et c'était aussi la possibilité de Moventex, c'est d'avoir plein d'acteurs. Et visiblement, on était sensiblement les plus adéquates. Et on tirera un trait dans quelques années pour voir si c'était le cas. Mais on était les plus adéquates pour accompagner leur challenge d'aujourd'hui et leur croissance de demain. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez des choix à faire, accompagnez-vous de partenaires qui peuvent être là aujourd'hui, mais surtout qui seront là demain. Et quels que soient vos business models, et ça va encore changer. Et je sais qu'on revient voir Antoine fin janvier pour les challenger de nouveau. Tu voulais rebondir, Antoine ? Rendez-vous dans 2 ans pour faire savoir si on est ensemble ou si on intervient de manière complètement différente. On vous dira ça. Mais on espère qu'il faut être ensemble et expliquer tout ce qu'on a vécu pendant cette aventure commune. Super, merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort.